Mais il n'y a pas de choix. Et pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas non plus vous exprimer librement sur le sujet parce que vous mettez en péril des témoins potentiels, vous mettez en péril tout le système. Donc effectivement, voilà, comme on l'a évoqué, on aimerait que le droit soit à la hauteur, mais de toute façon, il n'y aurait pas d'ONG si les droits étaient appliqués en tant que tels, si on était jusqu'au boutiste, c'est-à-dire dans le respect de la dignité des personnes de partout. Peut-être que c'est une utopie qu'il faudra atteindre. Et c'est pour ça que j'indiquais tout à l'heure qu'on travaille aussi pour ça, on collabore, mais en attendant ce monde-là, un truc pas idéal, mais qu'il faut normer, mais parfois effectivement ça fait très peur aussi parce que on voit d'autres aspects du droit dans le sens des lois qui d'ailleurs peut nous empêcher. Je voudrais parler de l'actualité. Donc vous m'avez suivi sur le côté justice où là c'est complexe parce qu'on est confronté en tant qu'organisation et on ne peut pas, on veut obtenir justice sur le Sri Lanka, on veut obtenir justice sur le Burundi. Parce que voilà, c'est notre devoir en tant que, j'aime pas ce mot-là, mais employeur, mais aussi de responsabilité de ce que l'on fait. Alors, je fais une parenthèse au passage parce que ça me venait à l'esprit, je me souviens d'un débat sur le Darfour avec des ONG droits de l'homme, et notamment une ONG, que vous connaissez bien, France Liberté, m'interpelle en disant, mais oui, mais vous, en vous limitant en gros à distribuer l'alimentation au Darfour en faisant ça, vous êtes complice de tout ce qui se passe, parce que vous n'y pensez pas, etc. Et c'est scandaleux, en gros, vous perfusez, comme un médecin va perfuser le malade, et vous ne réglez pas le problème. Alors j'ai dit, écoutez, on est vendredi, très bien, on fait le soulèvement des populations du Darfour, ça commence lundi, vous faites quoi? Je dis, arrêtez de nous opposer. Bien sûr, il faut que les gens aient des droits, etc. Mais ça commence déjà par qu'ils puissent manger, qu'ils soient en bonne santé. Donc parfois, il y a des débats stériles. C'est pas le cas de... Voilà, mais il faut lever ces ambiguïtés-là aussi. Hein. C'est, à un moment donné, des populations ont des besoins. On est là pour y pallier parce que... mais c'est pas pour ça qu'on est contre leurs droits, encore une fois, et d'une façon globale. Mais c'est pas contre, mais c'est en attendant, qu'est-ce qu'on fait hein, et comment ça se construit c'est pas simple. Et là où je voulais en venir par rapport un peu le droit à tout prix, alors ça je suis pas un spécialiste de ces questions-là, il y en a dans la salle, mais l'acteur humanitaire qui a donc un accès aux vulnérables est de plus en plus remis en question. Il est ciblé. Comment est-ce qu'on le défend? Il y a aujourd'hui une loi dont on a parlé récemment entre différents responsables, qui vise à dire, attention, si l'État français dit que dans ces zones c'est rouge, vous ne devez pas y aller, et que vous y allez, c'est à vos risques et périls, quelque part. Hein. En tout cas, cette loi est sujette à être interprétée comme ça. Alors, on sait qu'on voudrait... C'est opposé au niveau des journalistes, voilà, justement, les qui vont sur journalistes, des zones de guerre. Vous avez des cartes de presse. Dont deux de nos collaborateurs. Voilà, vous avez des cartes de presse. Nous, on n'a pas de carte humanitaire. Alors, c'est quoi un acteur humanitaire? Là, c'est encore d'autres débats, parce qu'on est aussi pour la liberté, je dirais, d'entreprendre dans ce domaine-là, d'action humanitaire. Donc, ça va poser d'autres questions. Et on voit bien qu'à un moment donné, c'est de dire, vous allez dans ces zones-là, voilà, des assurances vont demander des comptes. Donc, le droit aussi, volontairement... peut aussi pénaliser l'acteur humanitaire, nous freiner par des responsabilités. Je vois Caroline Grandjean qui fait signe, non, bon, ça va être intéressant de voir ce qui va être défendu de ce point de vue-là. Mais c'est juste pour des réflexions, puisqu'on parle de droit aujourd'hui, hein, du DIH, droits de l'homme, des interventions, et pour rajouter une couche de complexité à ces contextes. Alors, merci d'attendre le micro. Un micro, oui. Merci d'attendre. C'est enregistré. Oui. Les humanitaires ne sont pas visés par la loi. Hein. C'est tout à fait explicite, pas plus que les journalistes. Pour nous, c'est pas explicite. On attend les décrets, on va être très vigilant et l'article de loi en tant que tel, il y a des juristes dans la salle qui le connaissent, il peut être interprété. Hein. Et pour nous, c'est explicite. Voilà, et donc ça, il va falloir l'écrire et que ça soit bien normé, bien clair pour qu'on soit rassuré. Mais se posant la question, qu'est-ce qu'un acteur humanitaire? Alors sur la question de guérilla justement, donc comment appréhender les acteurs qui font de toute façon des exactions leur modus operandi, donc comment réagir justement, comment agir vis-à-vis de ces acteurs-là? C'est un problème. Le problème des acteurs non étatiques et de la symétrie actuelle des conflits, je pense que c'est un réel problème. Maintenant, le droit international humanitaire est plus contraignant pour les États qui sont signataires des conventions de Genève lorsque les conventions s'appliquent, comme c'est le cas par exemple dans les territoires occupés par Israël. Mais il est contraignant aussi pour les acteurs non étatiques, notamment le fameux article 3 commun, qui concerne tous les acteurs, toutes les parties à un conflit.
c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident d'avoir une approche qui soit aussi équilibrée que possible entre ce qu'on discute, ce qu'on dit, ce qu'on reproche à des acteurs étatiques et ce qu'on discute, on dit et on reproche à des acteurs non étatiques. Mais j'aimerais quand même là, par exemple, rappeler le communiqué que nous avons fait le 14 juin, où c'est vrai que nous disions qu'Israël violait le droit international humanitaire à travers la punition collective que représente le blocus de Gaza. Mais d'un autre côté, nous disions également que Hamas viole le droit international humanitaire en gardant Gilad Shalit, donc ce soldat de l'armée israélienne, détenu incommunicado depuis 4 ans et demi. Donc, on essaye, tant que faire se peut, d'avoir une approche qui soit aussi équilibrée entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Maintenant, vous disiez, Ronnie Brauman, que voilà, Israël ne viole pas plus le DIH que le Zimbabwe. Bon, d'abord, au Zimbabwe, il n'y a pas vraiment une situation dans laquelle... Ah, ok. Mais peu importe, je crois qu'il y a quand même... et ça, c'est un débat d'ailleurs que nous avons à l'intérieur du CICR. Il y a quand même des États qui ont quelques obligations supplémentaires. Pas d'un point de vue purement juridique, puisque le droit est le même pour tout le monde, mais qui ont des obligations supplémentaires de par le rôle d'exemple qu'ils peuvent avoir, de par le rayonnement que leur action a, de par le caractère moral duquel ils s'investissent eux-mêmes, des leçons qu'ils veulent donner au monde entier en matière de démocratie, de gestion, de respect des droits de l'homme, etc. Et je pense qu'Israël en fait partie, les États-Unis en font partie. Je répète parce que personnellement, j'estime que la portée d'une violation commise par un État comme Israël, qui est un État démocratique, ou par un État comme les États-Unis, a on le voit d'ailleurs, a un impact sur la manière dont les gens considèrent qu'on peut ou on ne peut pas violer le droit, énorme, beaucoup plus grand que si c'est le Zimbabwe qui viole. Alors en termes objectifs, le droit est le même pour tout le monde. Mais je pense que ça serait naïf de croire que les violations commises au Zimbabwe ont exactement le même poids que les violations commises ailleurs. Et là, je répète, c'est ma position, je ne reflète pas la position de l'ensemble de mon institution, mais c'est un réel débat. Et c'est un débat qu'on a eu de manière très vive lors de toute la gestion des visites détention à Guantanamo, où pendant quelque temps, on s'interrogeait justement jusqu'où on peut aller avant de dire des choses publiquement, puisque dans d'autres contextes, on accepte tout ça, voire pire, sans rien dire. Mais je pense que... Et là, on revient au débat qu'on avait tout à l'heure par rapport à la Cour pénale internationale. Je pense que c'est quand même une victoire importante, le fait d'avoir établi une Cour pénale internationale. Maintenant, ce que je trouve très regrettable, c'est qu'elle est devenue, une fois de plus, un instrument qui est considéré par les pays non occidentaux comme un instrument occidental, utilisé contre les pays non occidentaux. Et donc, voilà, je pense que c'est très regrettable. Pardon ? Oui, c'est une réalité qui est très regrettable parce que l'instrument en tant que tel, à mon avis, est très important. Et personnellement, je crois que l'effet dissuasif de la Cour pénale internationale pourrait être énorme si seulement la Cour pénale internationale était utilisée de manière équitable, disons.